Pendant presque 2 décennies, j'ai consacré mon cœur, mon âme et chaque euro de mes économies à mon rêve, une modeste mais splendide maison de vacances sur la côte varoise. Je me souviens du jour où je l'ai trouvée, par une chaude journée de juillet, en me promenant dans les ruelles pavées d'un petit village de pêcheurs. Ce n'était guère plus qu'une coquille délabrée, abandonnée et oubliée par le temps. Les murs écaillés, les fenêtres brisées et le jardin envahi par les mauvaises herbes auraient effrayé n'importe qui. Mais j'ai vu quelque chose dans sa structure, quelque chose qui méritait d'être sauvé. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Je travaillais comme professeur dans un lycée à Paris, avec un salaire décent, mais jamais abondant. Pourtant, j'ai négocié avec le propriétaire, un homme âgé qui avait hérité de la propriété de son frère décédé et qui n'avait aucun intérêt à l'entretenir. Je l'ai obtenu pour un prix étonnamment bas, même si pour moi, cela représentait 5 ans d'économie. « Tu es folle, Chloé », m'a dit mon amie Pauline lorsque je lui ai raconté mon achat impulsif. « Cette maison va te dévorer toute crue. » Peut-être avait-elle raison, mais il y a des folies qui en valent la peine. Les premières années furent une bataille constante. Je consacrais chaque week-end, pont et vacances à sa restauration. J'ai appris à poncer les planchers, à réparer les fuites, à poser du carrelage. Mes mains, autrefois lisses à cause de la craie sur le tableau noir, sont devenues rêches et calleuses. Je me souviens de nuits passées à dormir sur un matelas par terre, entouré de pots de peinture et d'outils, me réveillant au premier rayon de soleil pour continuer à travailler. Au début, la relation avec les artisans locaux n'a pas été facile. Pour eux, j'étais juste une Parisienne capricieuse avec des rêves impossibles. Antoine, le maçon du village, me regardait avec scepticisme chaque fois que je lui expliquais mes plans. « Madame, ça ne se peut pas », était sa phrase préférée. Mais avec le temps, mon obstination et mon dévouement lui ont valu son respect. « Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant pour une maison », m'a-t-il avoué un jour, alors que nous partagions un café sur le chantier. Chaque pierre, chaque poutre, chaque carreau avait une histoire. Le sol en terre cuite, je l'ai trouvé dans une démolition en Bourgogne. Les poutres en bois, je les ai récupérées d'une vieille ferme abandonnée. Les portes anciennes, je les ai restaurées moi-même, passant des heures à enlever des couches de peinture pour révéler la beauté du bois d'origine. Ce n'était pas seulement une maison, c'était mon histoire, mon refuge, mon sanctuaire. Au fil des ans, la transformation fut surprenante. Les bougainvilliers grimpaient sur les murs blanchis à la chaux, les brises marines s'infiltraient à travers les rideaux de lin, et l'arôme du jasmin emplissait le patio chaque soir d'été. J'ai planté un petit potager à l'arrière, où je cultivais des tomates, des poivrons et des herbes aromatiques. Les voisins du village, qui au début me voyaient comme une étrangère, ont commencé à s'arrêter pour bavarder, apportant parfois des fruits de leur verger ou du poisson frais quand leurs maris revenaient de la mer. Je n'étais pas riche, mais j'étais fière. Cette maison représentait le sacrifice, la résistance et une fuite du bruit du monde. C'était le seul endroit où je me sentais vraiment en paix. Quand j'arrivais après un voyage épuisant depuis Paris et que j'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer l'odeur du sel et écouter le murmure lointain des vagues, je sentais tout le stress de la vie quotidienne s'évanouir. Tout a changé quand j'ai rencontré Lucas. C'était à une fête à Paris, présenté par des amis communs. Grand, avec des yeux sombres et un sourire qui semblait sincère, il m'a conquise dès le premier instant. Il était architecte, ou du moins c'est ce qu'il disait, même si je ne l'ai jamais vu travailler sur quoi que ce soit lié à l'architecture pendant notre mariage. Il parlait avec passion de projets qui ne se matérialisaient jamais, de clients importants qui n'appelaient jamais. Au début, il semblait enthousiaste à propos de ma maison dans le Var. Il a même fait quelques croquis pour une éventuelle extension. Mais cet enthousiasme a été de courte durée. Avec le temps, il a commencé à se plaindre du voyage, de l'entretien, du gaspillage d'argent. Chaque fois que je prévoyais d'aller sur la côte, il trouvait des excuses pour rester à Paris. Des affaires importantes, des réunions inévitables, des engagements familiaux. Ses parents, surtout sa mère, Florence, étaient encore pires. Une femme de la haute société parisienne sur le déclin, avec plus d'apparence que de substance. Dès le premier jour, elle m'a regardé de haut, comme si je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Elle se moquait de mon attachement à cette bicoque au bord de la mer et m'accusait de dépenser sans compter.
Ne crois-tu pas que cet argent serait mieux investi dans un appartement dans le Marais ?» me suggérait-elle de son ton condescendant. « Au moins, tu aurais quelque chose qui vaille vraiment la peine. » J'ai ignoré ses commentaires pendant des années, me convainquant que ce qu'elle pensait n'avait pas d'importance. Lucas et moi avions nos problèmes, comme tout mariage, mais je croyais que nous partagions l'essentiel. Le temps passait, et avec lui, mon mariage se détériorait comme une maison sans entretien. Lucas passait de plus en plus de temps dehors, avec des explications vagues sur des projets et des clients. Je me réfugiais dans mon travail de professeur et dans mes escapades sur la côte. La maison est devenue ma véritable demeure, bien plus que notre appartement à Paris. Là, je me sentais moi-même, libre des regards critiques de ma belle-mère et de la distance croissante avec mon mari. Je n'aurais jamais imaginé que mon sanctuaire, le lieu que j'avais construit de mes propres mains, deviendrait le centre d'une trahison qui changerait ma vie pour toujours. Jusqu'au jour où je suis revenue pour trouver la porte principale fermée par un cadenas et une nouvelle famille à l'intérieur. Je suis restée paralysée devant le portail, la lourde valise glissant de ma main pour heurter le sol. C'était un vendredi de mai. J'avais conduit 4 heures depuis Paris avec l'illusion de passer un week-end tranquille dans mon refuge. Mais quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Une femme avec des lunettes de soleil est apparue à la fenêtre de ce que je considérais comme mon salon. Elle m'a regardée, confuse, puis a fermé les rideaux que j'avais moi-même cousus 3 étés auparavant. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je sonnais encore et encore, avec un mélange d'incrédulité et de panique croissante. Après plusieurs minutes interminables, un homme est sorti sur le porche, téléphone à la main, me demandant de quitter sa propriété. Il avait un accent du Sud et portait un maillot de l'OGC Nice. Son expression était un mélange d'irritation et d'inquiétude. « Il doit y avoir une erreur », lui dis-je, en essayant de garder mon calme. « C'est ma maison. Je l'ai depuis presque 20 ans. » L'homme fronça les sourcils. « Madame, nous avons acheté cette maison il y a 2 mois. Nous avons tous les actes en règle. Si vous ne partez pas, je devrais appeler les gendarmes. » Je pensais que c'était une sorte de blague cruelle. Ou pire, un squat. J'ai insisté, expliquant ma situation, lui montrant de vieilles photos que je gardais sur mon téléphone. Moi en train de peindre les murs, de fêter un nouvel an avec des amis sur le patio, de tailler les bougainvilliers. L'homme semblait de plus en plus mal à l'aise, mais il n'a pas cédé. Les gendarmes sont arrivés en moins de 20 minutes. Un jeune agent et un autre plus âgé, tous deux avec des expressions impassibles. Je leur ai montré ma carte d'identité, d'autres photos de la maison, même les permis de rénovation à mon nom que je conservais numérisés. Mais l'agent plus âgé m'a seulement demandé l'acte de propriété. Je ne l'avais pas sur moi. Il était gardé dans un coffre-fort à Paris. « Vous devrez déposer une plainte officielle et revenir avec les documents », m'a expliqué le gendarme d'un ton qui mêlait professionnalisme et compassion. « D'ici là, nous ne pouvons rien faire. Cette famille a des documents qui attestent de l'achat. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, garée en face de ce qui avait été si longtemps mon foyer. Je ne pouvais pas m'éloigner, comme si ma présence pouvait empêcher la maison de disparaître complètement de ma vie. À travers les fenêtres éclairées, je voyais des silhouettes bouger, des étrangers qui vivaient au milieu de mes souvenirs. À l'aube, j'ai conduit jusqu'à Paris, les yeux rouges et un nœud à l'estomac. Je suis entrée dans notre appartement en espérant trouver Lucas, l'affronter, exiger des explications. Mais il n'était pas là, ni lui, ni la plupart de ses affaires. Juste un mot sur la table. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je t'appellerai. J'ai ouvert le coffre-fort avec des mains tremblantes. L'acte de la maison était là, mais j'ai aussi trouvé des documents dont je ne me souvenais pas. Une procuration au nom de Lucas pour gérer mes biens. La signature ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas la mienne. J'ai senti la nausée monter en réalisant ce qui s'était passé. Pendant 2 jours, j'ai vécu dans une sorte de limbe, entre des appels à des avocats et des messages sans réponse à Lucas. Finalement, j'ai décidé d'aller directement à l'étude du notaire où la vente avait eu lieu. L'étude se trouvait dans le centre de Draguignan, un bâtiment ancien avec une façade bien conservée. Je suis entrée, le cœur battant dans mes oreilles. La secrétaire, une femme d'âge mûr nommée Rosaria, m'a accueillie avec un professionnalisme détaché. Quand je lui ai expliqué ma situation, son expression a changé. « Un instant, s'il vous plaît », a-t-elle dit, avant de disparaître dans un bureau intérieur. Elle est revenue 10 minutes plus tard, accompagnée d'un homme chauve à lunettes, qui s'est présenté comme le notaire, Maître Philippe.
Madame Gallo, c'est une situation très délicate, a-t-il commencé, m'invitant à entrer dans son bureau. Je me souviens parfaitement de cette transaction car il n'est pas courant de vendre des biens avec une procuration. Monsieur Luca Moretti a présenté une procuration signée par vous. Cette signature est fausse, ai-je interrompu, la voix brisée. Je n'ai jamais autorisé la vente de ma maison. Le notaire a ajusté ses lunettes, mal à l'aise. Je comprends. Dans ce cas, nous sommes face à un possible délit de faux et d'escroquerie. Vous devez déposer une plainte officielle. En attendant, je peux vous fournir des copies des documents. Je suis sortie de là avec un dossier plein de papiers qui confirmait mes pires craintes. L'acte de vente ne mentionnait mon nom nulle part. À sa place, le vendeur était Luca Moretti, avec une procuration apparemment signée par moi. J'ai fixé la signature. Elle était presque correcte. Mais ce n'était pas la mienne. Dans le taxi qui me ramenait à l'hôtel Bon Marché où je logeais, j'ai vérifié les documents encore et encore. La propriété avait été vendue pour 320 000 €, une somme bien inférieure à sa valeur réelle. Les acheteurs étaient un couple de Lyon, Marc et Laure Richard, qui n'avaient probablement aucune idée de ce qui se passait. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les questions me tourmentaient. Où était l'argent? Comment Luca avait-il pu faire une chose pareille? Qui avait falsifié ma signature? Pourquoi personne ne m'avait contacté pendant la transaction? Le lendemain, j'ai engagé un avocat local recommandé par un collègue de travail. Julien Ferry était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux perçants et une attitude pragmatique qui m'a insufflé une certaine confiance. C'est un cas clair de faux en écriture publique et d'escroquerie, m'a-t-il expliqué après avoir examiné les papiers. Mais nous devons agir vite. L'argent pourrait disparaître pendant que nous parlons. Nous avons déposé une plainte au tribunal de Draguignan et une autre à Paris. J'ai aussi demandé des mesures conservatoires pour bloquer tout compte bancaire au nom de Luca. Tout semblait avancer avec une lenteur exaspérante. 3 jours plus tard, j'ai enfin reçu un appel de Luca. Sa voix semblait distante, presque froide. « Chloé, il faut qu'on parle. Mais pas par téléphone. Viens à Paris. » « Pour faire quoi, Luca ? Pour m'expliquer comment tu as vendu ma maison avec une fausse signature ? Pour me dire où est mon argent ?» Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. « Ce n'est pas si simple, » a-t-il finalement répondu. « Il y a des choses que tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement que tu m'as volé, » ai-je répondu, avec un calme que je ne me connaissais pas, « et que tu en subiras les conséquences. S'il te plaît, Chloé, viens à la maison. Je t'expliquerai tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une explication, quelque chose qui pourrait donner un sens à ce cauchemar. Ou peut-être que je voulais juste le regarder en face pendant que je le confrontais à ce qu'il avait fait. Le voyage de retour à Paris fut le plus long de ma vie. Chaque kilomètre était une bataille entre la colère, la douleur et une détermination croissante. Je n'avais pas seulement perdu ma maison. J'avais perdu la confiance, la sécurité, l'avenir que j'avais imaginé. Quand je suis arrivée à notre appartement, j'ai été surprise de trouver ma belle-mère également. Florence était assise sur le canapé, comme si elle était la maîtresse de maison, avec son expression habituelle de supériorité. Lucas se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Aucun des deux ne semblait particulièrement surpris ou embarrassé. « Enfin tu te montres », a dit ma belle-mère, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. « Nous devons parler de ton comportement. » « Mon comportement ?» ai-je demandé, incrédule. « Et si on parlait du comportement criminel de ton fils ?» Lucas s'est alors retourné, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Il n'y avait ni remords, ni honte, juste une sorte de résignation, comme si l'inévitable était enfin arrivé. Cette nuit-là, j'ai confronté Lucas avec toute la force qui me restait. Il n'a pas nié. Il a simplement soupiré, comme si c'était inévitable, comme si c'était moi qui ne comprenais pas la réalité des choses. « Tu ne l'aurais jamais vendu, » murmura-t-il, sans me regarder dans les yeux. Nous avions besoin de l'argent, pour des choses réelles. Je suis restée sans voix. La nausée m'est montée à la gorge alors que j'essayais de comprendre l'ampleur de sa trahison. 20 ans de mariage, et je découvrais maintenant que j'étais mariée à un parfait inconnu. « Des choses réelles ?» ai-je demandé, la voix tremblante. C'était le travail de ma vie, Lucas. Chaque euro que j'ai économisé, chaque week-end, chaque vacances, j'ai tout mis dans cette maison. Comment as-tu pu ? Mais avant qu'il ne puisse répondre, sa mère est intervenue, non invitée comme toujours,
assise sur la coudoir de notre canapé comme un vautour satisfait. Sa voix était glaciale, ses mots délibérés. « Tu as toujours dépensé pour des bêtises. Cette maison était un gaspillage. Nous avions besoin de cet argent pour assurer l'avenir de la famille. » Ah, ne me regarde pas si surprise. Elle a ri, un rire sec et froid qui a résonné à mes oreilles comme un écho lointain. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement Lucas. C'était un plan qu'ils avaient ourdi ensemble, mère et fils, probablement depuis des années. « Notre famille ?» ai-je demandé, sentant que chaque mot pesait une tonne. « Quelle famille, Florence ? Parce que de toute évidence, je n'en ai jamais fait partie. »« Ne fais pas la dramatique, » a-t-elle répondu, agitant sa main baguée dans l'air. « Tu as toujours été temporaire. Mon fils a besoin de quelqu'un de son niveau, pas d'une simple professeure avec une bicoque sur la plage. » J'ai regardé Lucas, espérant qu'il aurait au moins la décence de me défendre. Mais il est resté silencieux, le regard fixé sur un point invisible du sol. 20 ans ensemble, réduits à ça. La lâcheté et le silence. « Où est l'argent, Lucas ?» ai-je finalement demandé, en essayant de garder mon calme. « Investi, » a-t-il répondu sèchement, dans une affaire avec Fabien. Fabien, son ami de toujours, celui qui avait toujours des opportunités uniques qui ne semblaient jamais se matérialiser. Le même qui avait été témoin à notre mariage, souriant en tenant les alliances qui semblaient maintenant une blague cruelle. Quel genre d'affaire vaut la peine de détruire un mariage ? Ai-je insisté. Florence a émis un autre de ses rires secs. Un club à Saint-Tropez, exclusif, avec des contacts importants. Ses yeux brillaient de la cupidité qu'elle avait toujours essayé de dissimuler sous des couches de fausse sophistication. En 6 mois, il triplera sa valeur. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais même pas crier. Tout ce que je pouvais faire, c'était les regarder, une famille que je ne reconnaissais plus, un homme que j'avais aimé, qui semblait maintenant un étranger, et une femme qui n'avait jamais caché son mépris pour moi, montrant enfin ses crocs. « Tu as signé les papiers, Chloé ?» a continué Florence, comme si elle expliquait quelque chose à une enfant particulièrement lente. « Lucas a une procuration. Tout est parfaitement légal. »« Je n'ai rien signé, » ai-je répondu, sentant la colère remplacer le choc initial. « Cette signature est fausse, et vous le savez tous les deux. » Lucas a légèrement pâli, mais sa mère n'a pas scié. Ce serait ta parole contre la nôtre, et nous avons les documents. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de quelque chose de crucial, quelque chose qu'aucun d'eux ne savait. J'avais gardé un secret, non par méfiance, mais par simple bureaucratie et procrastination, un secret qui allait tout changer. Cette maison, mon refuge bien-aimé, n'avait jamais été légalement mienne. Du moins, pas complètement. Elle appartenait à ma grand-mère maternelle, Hélène, décédée 3 ans plus tôt. Avant de mourir, elle me l'avait laissée en héritage. Mais le transfert de propriété avait rencontré des obstacles juridiques à cause de vieilles lois d'urbanisme côtier. J'avais investi dans les rénovations en pensant que ce n'était qu'une simple formalité. Mais dans le système, elle était toujours au nom de ma grand-mère, ce qui signifiait que la procuration falsifiée utilisée dans la vente était complètement invalide. Lucas ne pouvait pas vendre quelque chose que je ne possédais pas légalement. L'acheteur avait été trompé, et quand j'obtiendrais l'acte de propriété original et que je le comparerais avec les faux documents notariés, les incohérences crieraient à la fraude. Mais je n'ai rien dit à ce moment-là. Au lieu de cela, je les ai laissés continuer à parler, révélant davantage de leurs plans, creusant leur propre tombe à chaque mot. J'ai discrètement enregistré la conversation avec mon téléphone, caché dans la poche de ma veste. « Et les acheteurs ?» ai-je demandé, feignant la résignation. « Savent-ils qu'ils ont acheté une propriété avec des documents falsifiés ?» Lucas s'est agité sur sa chaise. « Ils ont leurs actes. Ce n'est plus ton affaire. »« C'est un couple de Lyon, » a ajouté Florence, d'un ton presque joyeux. « Il est médecin. Pense donc, ils ont payé sans sourciller. Ils n'ont même pas demandé de réduction. Chaque détail qu'ils partageaient était un clou de plus dans leur cercueil juridique. » J'ai continué à poser des questions, feignant un mélange de résignation et de curiosité, tandis qu'eux, encouragés par ce qu'ils percevaient comme ma défaite, en révélaient de plus en plus. J'ai alors compris ce que je devais faire. Ce ne serait ni facile, ni rapide. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas, la vérité et la détermination d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Pauline, mon amie de toujours.
la même qui m'avait mise en garde contre l'achat de la maison, et la même qui, des années plus tard, m'avait dit de me méfier de Lucas. Il y a quelque chose dans ses yeux, m'avait-elle dit une fois, quelque chose qui ne correspond pas à ses paroles. Si seulement je l'avais écouté plus tôt. Le lendemain matin, j'ai commencé à tout rassembler. Photos, emails, même des messages vocaux où Lucas faisait allusion au plan. J'ai contacté le notaire de Draguignan, qui, inquiet pour sa propre réputation, était maintenant plus que disposé à coopérer. J'ai cherché les documents originaux de ma grand-mère, gardés dans un coffre à la banque auquel, heureusement, Lucas n'avait jamais eu accès. J'ai engagé une avocate, une femme brillante et directe nommée Clara Roman, qui, en voyant les fausses signatures et en écoutant l'enregistrement, a dit « On les tient ». Le piège qu'ils pensaient m'avoir tendu s'effondrait déjà sous leurs pieds. Clara a travaillé sans relâche. En seulement 2 semaines, elle avait déposé une plainte pour faux, en écriture publique, escroquerie, abus de confiance et préjudice moral. Elle avait également contacté les acheteurs, le couple de Lyon, qui, horrifiés de découvrir qu'ils avaient été mêlés à une escroquerie, se sont joints à notre cause. « Tu sais quelle est l'ironie ?» m'a dit Clara un après-midi, alors que nous examinions les documents dans son cabinet. S'ils avaient attendu quelques mois de plus, la maison aurait été légalement à toi, et alors la procuration, bien que toujours fausse, aurait eu au moins une apparence de validité sur la propriété réelle. Leur impatience les a condamnés. Les semaines suivantes furent un tourbillon de dépositions, de preuves et de contre-accusations. Lucas et sa mère ont engagé un avocat coûteux, de ceux qui apparaissent dans les journaux pour défendre des politiciens corrompus. Ils ont essayé toutes les tactiques, que j'avais donné mon consentement verbal, que j'avais signé les documents lors d'un dîner après avoir trop bu, même que la maison était en réalité un cadeau de Lucas à moi et qu'il avait donc le droit de la vendre. Mais les preuves étaient accablantes. L'analyse graphologique a confirmé que la signature était fausse. Les registres immobiliers ont démontré que la maison n'avait jamais été à mon nom, mais à celui de ma grand-mère. Les emails et les messages révélèrent des conversations entre Lucas et l'acheteur, où il mentionnait que j'étais hors du pays et que c'est pour cela qu'il utilisait une procuration. L'expression sur le visage de Lucas quand Clara a présenté le testament de ma grand-mère et l'acte de propriété original fut quelque chose que je n'oublierai jamais. Pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Le château de cartes qu'il avait construit avec sa mère s'effondrait, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Florence a tenté un dernier geste désespéré. Elle m'a approché à la sortie du tribunal, après une audience particulièrement difficile. Son visage, normalement impeccable grâce à de coûteux traitements esthétiques, montrait des rides d'inquiétude que le maquillage ne pouvait cacher. « Chloé, on peut trouver un accord », a-t-elle murmuré, regardant nerveusement autour d'elle pour s'assurer que personne ne nous entendait. « La moitié de l'argent pour toi, tu retires les plaintes, et chacun sa route. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois. J'ai vu une femme effrayée, prise au piège d'un réseau de mensonges qu'elle avait elle-même tissé. J'ai vu quelqu'un qui avait passé sa vie à manipuler les autres, y compris son propre fils, pour maintenir une façade de richesse et de statut qui s'était depuis longtemps évanouie. « Il est trop tard, Florence », ai-je simplement répondu. « Il ne s'agit plus de l'argent. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités juridiques. Clara, mon avocate, travaillait avec une efficacité impressionnante, accumulant des preuves et construisant notre dossier comme on érige un mur de soutènement, pierre par pierre, solide et impénétrable. Nous devons expliquer au juge exactement quelle était la situation de la propriété, m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous examinions des documents dans son cabinet. L'endroit sentait le café et le vieux papier, une combinaison étrangement réconfortante. Je lui ai raconté toute l'histoire. Ma grand-mère Hélène avait acheté cette maison dans les années 60, quand la Côte-Varoise n'était pas encore devenue la destination touristique qu'elle est aujourd'hui. C'était une petite maison de pêcheurs, avec vue sur la mer et une cour à l'arrière où elle cultivait du romarin et du thym. Quand j'étais enfant, nous y passions les étés, écoutant le bruit des vagues en dormant dans une petite chambre au toit de chaume. Elle me l'a laissée en héritage parce qu'elle savait à quel point je l'aimais, ai-je expliqué à Clara. De mes 3 cousins, j'étais la seule qui continuait à lui rendre visite régulièrement, la seule qui se souciait de cette vieille maison que tout le monde considérait comme un fardeau. Le testament était clair, mais la bureaucratie ne l'était pas. Après la mort de ma grand-mère, nous avons entamé les démarches pour le transfert de propriété.
Cependant, un problème est survenu. La maison se trouvait dans une zone qui, dans les années 70, avait fait l'objet d'une nouvelle classification d'urbanisme. Selon la nouvelle réglementation, une partie du terrain empiétait sur le domaine public. Nous avions besoin d'un permis spécial de la mairie, ai-je continué. Et puis, il y avait la question des impôts impayés. Ma grand-mère n'était pas vraiment organisée avec ses papiers. Pendant 3 ans, je m'étais occupée des démarches, visitant les services municipaux, parlant avec des fonctionnaires, déposant des recours. Pendant ce temps, je continuais à utiliser la maison comme toujours, investissant dans les rénovations et en prenant soin comme si elle était déjà légalement mienne. Une erreur. Je le voyais clairement maintenant. Mais je n'ai jamais parlé à Lucas de ses problèmes juridiques, ai-je avoué à Clara. Non pas que je veuille lui cacher quelque chose, mais c'était mon projet, ma responsabilité. Il n'a jamais montré un réel intérêt pour la maison, donc je ne voyais pas pourquoi le déranger avec les détails. Clara a souri pour la première fois depuis que je la connaissais. Un petit sourire, mais sincère. Et cette omission est ce qui nous donnera la victoire, a-t-elle dit, en pointant le document que nous avions devant nous. Le certificat du cadastre montrant clairement Hélène Gallo, ma grand-mère, comme unique propriétaire légale de l'immeuble. Lucas a vendu quelque chose qui ne t'appartenait même pas, a-t-elle expliqué. Il ne pouvait pas transférer un titre que tu n'as jamais eu. C'est comme si j'essayais de vendre Notre-Dame de Paris avec une fausse procuration à ton nom. Peu importe à quel point la falsification est convaincante, on ne peut pas vendre ce que l'on ne possède pas. L'affaire devenait plus solide chaque jour. Clara a réussi à retrouver le notaire qui aurait prétendument validé la procuration. L'homme, proche de la retraite, a été horrifié de découvrir que sa signature avait également été falsifiée. Ce n'est plus seulement une affaire d'escroquerie familiale, m'a expliqué Clara. C'est du faux en écriture publique, de l'usurpation d'identité, de la fraude. Lucas pourrait risquer plusieurs années de prison. L'ampleur de tout cela m'accablait. Je voulais juste récupérer ma maison, ou du moins la valeur de ce que j'y avais investi. Je n'avais pas pensé à la prison, à des procès pénaux, à voir Lucas, l'homme avec qui j'avais partagé 20 ans de ma vie, derrière les barreaux. Ne pourrions-nous pas trouver un accord ? Ai-je demandé à Clara dans un moment de faiblesse. S'ils rendent l'argent, s'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Clara m'a regardée avec un mélange de compassion et de fermeté. Chloé, je comprends que c'est difficile, mais ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur momentanée. C'était prémédité, calculé, cruel. Et s'il n'y a pas de conséquences, qu'est-ce qui les empêchera de le refaire à quelqu'un d'autre ? Elle avait raison, bien sûr. Pendant ce temps, d'autres pièces du puzzle se mettaient en place. Les acheteurs, le couple de Lyon, collaboraient pleinement. Selon leurs témoignages, ils ne m'avaient jamais vue. Lucas leur avait dit que je travaillais à l'étranger, dans un programme d'échange éducatif en Finlande, et que c'est pour cela qu'il utilisait une procuration. Il leur a vendu la maison pour 320 000 €, m'a expliqué Clara. Bien en deçà de sa valeur réelle, qui selon nos experts avoisinerait les 500 000. Un prix trop beau pour être vrai, ce qui aurait dû les faire douter. Mais Lucas leur a donné une histoire convaincante sur des besoins financiers urgents. La trace de l'argent était une autre histoire. Clara avait obtenu une ordonnance du tribunal pour enquêter sur les comptes bancaires de Lucas. L'argent avait été initialement transféré sur son compte personnel, mais avait disparu en quelques jours, distribué en de multiples petits virements à différents destinataires. Technique classique de blanchiment, a expliqué Clara. Il essaie de cacher l'argent, probablement pour que tu ne puisses pas le réclamer quand tu gagneras le procès. Un des virements les plus importants, près de 100 000 €, était allé à une société appelée Investissement Côte d'Azur SARL. En enquêtant, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une société récemment constituée, avec Fabien Moreau, l'ami de Lucas, comme administrateur unique. Le fameux club à Saint-Tropez, ai-je murmuré, me rappelant ce que Florence m'avait dit. Ce n'était pas un mensonge, après tout. Clara a continué à tirer le fil. Grâce au registre bancaire, nous avons découvert que Florence avait également reçu un virement substantiel. 50 000 €, justifié comme prêt personnel. Sa commission pour avoir participé à la fraude, a commenté Clara avec mépris. À chaque nouvelle preuve que nous accumulions, ma détermination se renforçait. Il ne s'agissait plus seulement de ma maison ou de l'argent. C'était une question de justice, de dignité, de ne pas leur permettre de s'en tirer. J'ai tout rassemblé. Des photos de chaque étape de la rénovation, des factures prouvant mes investissements au fil des ans,
des témoignages de voisins et d'amis confirmant que la maison avait été mon projet personnel, sans la participation de Lucas. J'ai même obtenu de vieux emails où Lucas se plaignait de « cette fichue maison qui ne nous apporte que des dépenses », des messages où il me mettait la pression pour la vendre, et même un enregistrement d'un dîner de famille où Florence se référait avec mépris à mon caprice côtier. Armée de toutes ces preuves, ainsi que des documents juridiques prouvant la véritable propriété de la maison, nous étions prêtes à les affronter au tribunal. Pendant ce temps, Lucas avait disparu. Selon son avocat, il était indisposé pour cause de stress. Florence, cependant, continuait sa campagne de désinformation, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais une femme manipulatrice qui avait trompé son pauvre fils pendant des années, en lui cachant que la maison ne m'appartenait même pas. « Laisse-la parler », m'a conseillé Clara. « Chaque mensonge qu'elle dit maintenant sera une contradiction de plus au procès. » Un après-midi, alors que je cherchais de vieux documents dans l'appartement que j'avais partagé avec Lucas, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un compromis de vente pour un appartement à Saint-Tropez, signé 3 mois avant la vente frauduleuse de ma maison. L'appartement, d'une valeur de 400 000 €, nécessitait un acompte de 100 000. Voilà pourquoi ils avaient besoin de l'argent si urgemment, ai-je compris. Lucas avait signé ce contrat sans avoir l'argent pour l'acompte. Tout commençait à avoir un sens. La hâte de vendre, la falsification, les virements. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était du désespoir. Lucas s'était engagé dans un achat qu'il ne pouvait pas se permettre, probablement sous la pression de Fabien et de Florence, confiant de pouvoir obtenir l'argent en vendant ma maison. Quand je lui ai dit pour la énième fois que je n'avais pas l'intention de vendre, il a pris le chemin le plus court, l'escroquerie. J'ai apporté le contrat à Clara, qui l'a ajouté à notre dossier de preuves déjà volumineux. Avec ça, nous pouvons démontrer la préméditation, a-t-elle expliqué. Ce n'était pas un geste impulsif, c'était un plan soigneusement orchestré. Alors que la date du procès approchait, je ressentais un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi était encore sous le choc, incapable d'assimiler complètement que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie était capable d'une telle trahison. Une autre partie ressentait de la colère, non seulement pour la tromperie, mais pour les années perdues, pour avoir fait confiance à quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Mais il y avait aussi autre chose, un sentiment croissant de force, de clarté. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais ma situation avec une lucidité parfaite. Je n'étais pas la victime sans défense que Lucas et Florence avaient imaginée. J'étais une femme avec des ressources, de la détermination et la vérité de son côté. Et j'étais prête à me battre. Le procès fut épuisant. Les tribunaux de Draguignan, situés dans un bâtiment gris et solennel au centre de la ville, sont devenus ma deuxième maison pendant ces mois. Chaque semaine, je voyageais depuis Paris pour assister à des audiences, présenter des documents ou simplement rencontrer Clara pour revoir notre stratégie. L'affaire avait acquis une certaine notoriété locale. La maison volée, l'appelaient en certains journaux provinciaux qui avaient fait écho à l'histoire. Je me sentais exposée, comme si ma vie privée avait été déracinée et exhibée au public. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lucas et sa mère ont menti, déformé les chronologies. À un moment donné, ils ont même pleuré. Mais Clara avait anticipé chaque mouvement. Elle a présenté des preuves irréfutables. Le certificat cadastral prouvant que la maison appartenait à ma grand-mère, des expertises graphologiques confirmant la falsification de ma signature et des horodatages numériques qui contredisaient complètement leur histoire inventée. Je me souviens avec une clarté particulière du jour de ma déposition. La salle d'audience était austère, avec des bancs en bois polis par des années d'utilisation, et un silence dense, rompu seulement par le murmure occasionnel de papier. Je me suis assise face au juge, un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes à monture métallique et une expression impénétrable. « Madame Gallo, commença-t-il, expliquez-nous votre relation avec la propriété en question. » Pendant près d'1 heure, j'ai raconté toute l'histoire. Comment ma grand-mère avait acheté cette maison quand la côte était encore un lieu de pêcheurs et non de touristes. Comment, enfant, j'étais tombée amoureuse de ses murs blanchis et de son odeur de sel. Comment, adulte, j'avais investi chaque centime de mes économies pour la restaurer, transformant une structure délabrée en une maison. « Avez-vous déjà autorisé votre mari à vendre la propriété ?» a demandé le procureur. « Jamais », ai-je répondu fermement. « Ni verbalement, ni par écrit.
Cette maison était mon projet personnel, mon refuge. Lucas l'a toujours su. L'avocat de Lucas, un homme en costume coûteux et au sourire étudié, a tenté de me discréditer lors du contre-interrogatoire. « N'est-il pas vrai que vous avez délibérément caché à votre mari que la maison n'était pas à votre nom ?» a-t-il demandé d'un ton insinuant. « Je ne l'ai pas caché, » ai-je répondu. Ce n'était tout simplement pas un sujet dont nous discutions. Lucas n'a jamais montré un réel intérêt pour la maison, sauf pour s'en plaindre. Je ne voyais pas la nécessité de lui expliquer les détails juridiques d'une propriété qu'il considérait comme un fardeau. « Vous attendiez-vous à hériter de cette maison tôt ou tard ?» a-t-il continué. Non seulement je m'y attendais, la maison m'a été laissée par ma grand-mère dans son testament. Nous étions en pleine démarche pour le transfert de propriété lorsque la vente frauduleuse a eu lieu. L'avocat a changé de tactique, essayant de présenter Lucas comme une victime des circonstances, un homme pressé par des difficultés économiques qui ne cherchait que le meilleur pour notre famille. « Saviez-vous que votre mari avait des dettes considérables ?» a-t-il demandé. « Les seules dettes que je connaisse sont celles qu'il a lui-même créées avec son ami Fabien, en s'engageant dans des investissements qu'il ne pouvait pas se permettre, ai-je répondu. Nos finances personnelles étaient en ordre. Je gagnais un salaire décent comme professeur. Et Lucas... Eh bien, Lucas avait toujours des projets, même s'il générait rarement des revenus. Au fil des semaines, plusieurs témoins ont défilé au tribunal. Des voisins du village qui ont confirmé que la maison avait été mon projet personnel, le notaire dont la signature avait été falsifiée. Les acheteurs, qui ont expliqué comment Lucas leur avait assuré que tout était en ordre, que j'étais à l'étranger, et que c'est pour cela qu'il ne pouvait pas signer personnellement. Et enfin, Lucas. Le voir entrer dans la salle d'audience m'a provoqué une sensation étrange, comme observer un inconnu qui ressemblait par hasard à l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. Il portait un costume gris, avait des cernes prononcées, et semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Son témoignage fut un mélange de demi-vérité et de mensonges complets. Selon lui, j'avais donné mon consentement verbal à la vente. Selon lui, la falsification avait été une erreur administrative, dont il n'était pas au courant. Selon lui, tout l'argent avait été investi dans notre avenir commun. Le juge, qui jusqu'alors avait maintenu cette expression neutre si caractéristique de sa profession, a commencé à montrer des signes de scepticisme. Ces questions sont devenues plus incisives, plus spécifiques, mettant Lucas face à des contradictions évidentes. « Comment expliquez-vous » a demandé le juge. « Avoir transféré 100 000 € à une société à Saint-Tropez le jour même où vous avez reçu l'argent de la vente, si, comme vous l'affirmez, le plan était de l'investir dans une activité familiale à Paris ?» Lucas a bafouillé, a regardé son avocat en quête d'aide, et a finalement offert une explication confuse sur la diversification des investissements qui n'a convaincu personne. Florence a témoigné le lendemain. Contrairement à son fils, elle a gardé son calme à tout moment. Avec son élégant tailleur et ses cheveux parfaitement teints, elle ressemblait plus à une haute dirigeante qu'à une femme accusée de fraude. Sa stratégie fut claire dès le début, prendre ses distances avec l'action elle-même, soutenant qu'elle avait seulement conseillé son fils sur de possibles investissements, mais qu'elle n'était au courant ni de la falsification ni de la vente illégale. « Mon fils m'a consulté sur une possible affaire à Saint-Tropez », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. En tant que mère, je lui ai donné mon avis. Ce qu'il a fait ensuite avec son mariage ou ses propriétés n'était pas sous mon contrôle. Clara était prête. Elle a présenté des emails entre Florence et Fabien où ils discutaient spécifiquement de la vente de la maison de Chloé des mois avant qu'elle n'ait lieu. Elle a également montré des relevés téléphoniques qui plaçaient Florence à l'étude notariale le jour où la vente frauduleuse a été formalisée, contredisant son affirmation de ne pas y avoir participé du tout. « Niez-vous, » a demandé Clara, « avoir reçu 50 000 € de votre fils 3 jours après la vente de la propriété ?» Florence a légèrement pâli, mais a maintenu sa version. C'était un prêt personnel, comme je l'ai déjà expliqué. Mon fils s'inquiétait pour ma situation financière. Un prêt sans contrat, sans condition de remboursement, et curieusement, pour exactement 15% de la valeur de vente de la maison, a répondu Clara. La commission standard d'un intermédiaire immobilier. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'expression du juge a changé progressivement, de l'ennui au scepticisme, puis à un dégoût évident. Chaque nouvelle preuve, chaque contradiction dans le témoignage de Lucas et Florence, chaque document démontrant la préméditation de la fraude, construisait un cas irréfutable.
la seule procuration falsifiée était suffisante pour engager une procédure pénale. Mais Clara est allée plus loin. Elle a demandé la réparation du préjudice moral, la récupération des fonds de la vente illicite et a dénoncé la fraude immobilière. Les nouveaux acquéreurs, furieux de la tromperie, se sont joints à notre cause, demandant une indemnisation pour les désagréments causés et la dépréciation d'une propriété avec des problèmes juridiques. Le calme apparent de Lucas a commencé à se fissurer quand il a réalisé que non seulement il allait perdre l'argent, mais qu'il risquait la prison. Pendant une pause, je l'ai vu discuter vivement avec son avocat dans un coin du couloir. Son visage, normalement contrôlé, était contracté par la peur et la colère. Florence, d'un autre côté, a maintenu sa façade de dignité jusqu'à la fin. Même lorsque les preuves contre elle s'accumulaient, elle restait droite sur sa chaise, le menton haut et le regard fixé devant elle. Seul moi, qui la connaissais depuis 20 ans, pouvais voir la terreur croissante dans ses yeux. Après des semaines de témoignages et de plaidoiries, le jour du verdict est enfin arrivé. Le tribunal était exceptionnellement bondé. En plus des habituels avocats, fonctionnaires et journalistes, j'ai vu quelques visages familiers. Pauline, ma fidèle amie, Antoine, le maçon qui m'avait aidé avec les rénovations, et même quelques voisins du village qui avaient suivi l'affaire avec intérêt. Le juge est entré dans la salle, et nous nous sommes tous levés. Avec sa robe noire et son expression solennelle, il semblait l'incarnation même de la justice. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire son jugement. Quand le verdict est tombé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas célébré. J'ai simplement expiré, comme si une tempête était enfin passée. Lucas a été déclaré coupable de faux en écriture publique, d'escroquerie aggravée et d'abus de confiance. Il a été condamné à une peine de 4 ans de prison, bien qu'il n'en purgerait probablement qu'une partie. Florence a été jugée complice de la fraude, avec une peine de prison avec sursis et une amende considérable. Je l'ai vue sortir du tribunal, pâle et silencieuse, évitant les caméras venues documenter sa chute. Le tribunal a ordonné la restitution de l'intégralité de la somme, 320 000 €, en ma faveur, plus une indemnisation pour préjudice moral et les frais de justice. Il a également statué que les acheteurs devaient être entièrement remboursés, annulant la vente frauduleuse. Mais je ne voulais plus de la maison. Ma paix n'était pas entre des murs ou des carreaux. Elle était dans le fait d'être enfin libre. Cet après-midi-là, alors que Clara et moi célébrions discrètement avec un verre de vin dans un petit bar près du tribunal, elle m'a demandé ce que je ferais avec l'argent quand je le recevrais enfin. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Pendant si longtemps, cette maison a été mon ancre, mon projet, mon avenir. Maintenant, je dois tout réinventer. Clara a souri, un sourire chaleureux et sincère qui a illuminé son visage habituellement sérieux. Parfois, a-t-elle dit, perdre ce que nous pensions vouloir est le premier pas pour trouver ce dont nous avons vraiment besoin. Ces paroles ont résonné en moi avec une vérité simple mais profonde. La bataille juridique était terminée, mais mon voyage ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une étrange légèreté, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je ne savais même pas que je portais. 1 an plus tard, je me trouvais sur une falaise au Portugal, observant les vagues se briser violemment contre les rochers. Le vent salé me décoiffait tandis que je contemplais l'horizon infini où le ciel et la mer se fondaient en un bleu impossible à distinguer. J'avais utilisé une partie de l'argent de l'indemnisation pour voyager, ce que je ne m'étais jamais permis auparavant. Pendant ces mois, j'ai parcouru de petits villages de la côte portugaise, logé dans des pensions familiales, parlé avec de vieux pêcheurs et de jeunes artistes, et j'ai lentement reconstitué les fragments de ma vie. L'affaire judiciaire s'était résolue plus rapidement que je ne l'avais prévu. Lucas purgeait sa peine dans une prison à régime assoupli près de Paris. D'après ce que m'a raconté Pauline, qui était restée en contact avec des amis communs, il avait perdu du poids et ses cheveux étaient devenus complètement gris. Parfois, je me demandais si je devais éprouver de la satisfaction pour sa souffrance. Mais la vérité est que je ne ressentais qu'une profonde indifférence. C'était comme penser à un personnage d'un roman que j'avais lu il y a longtemps, reconnaissable, mais distant, sans le pouvoir de me toucher. Florence avait disparu de la scène sociale parisienne. Les rumeurs disaient qu'elle avait déménagé à Lyon, chez une sœur aînée. Sa réputation, ce bien qu'elle avait protégé avec tant d'acharnement pendant des décennies, était irrémédiablement endommagé. Les mêmes personnes qui fréquentaient autrefois ces dîners élégants
évitait maintenant de mentionner son nom. Quant à moi, j'avais quitté mon poste de professeur à Paris. 20 ans dans le même lycée suffisaient, et j'avais besoin d'un changement complet. J'avais maintenant les ressources pour réorienter ma vie dans la direction que je voulais. J'ai acheté une nouvelle maison, non pas en bord de mer, mais dans les montagnes des Hautes-Alpes. Elle était plus petite, plus humble que mon ancien refuge dans le Var, mais entièrement mienne, sans fantômes, sans mensonges. Juste le brouillard matinal, le chant des oiseaux et une cheminée qui crépitait comme un rire joyeux les nuits froides. Je l'ai trouvée presque par hasard, lors d'un de mes voyages. C'était une vieille maison en pierre dans un petit hameau, entourée de prairies verdoyantes et de forêts séculaires. Quand je l'ai vue pour la première fois, avec son toit d'ardoise et ses volets en bois usé, j'ai senti une connexion immédiate, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. La restauration de cette maison a été beaucoup plus simple que celle du Var. J'ai engagé des artisans locaux, j'ai respecté la structure originale et n'ai modernisé que l'indispensable. Il n'y avait pas d'urgence, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce projet n'était pas guidé par la détermination quasi obsessionnelle de ma jeunesse, mais par une appréciation tranquille de la beauté et de l'authenticité. J'ai peint les murs avec des couleurs que j'aimais, un bleu-gris doux pour le salon, un vert pâle pour la cuisine, un jaune chaud pour ma chambre. J'ai planté des oliviers dans le jardin, installé une petite bibliothèque dans ce qui était autrefois un débarras, et aménagé une pièce exclusivement pour la peinture, un hobby que j'avais abandonné des décennies plus tôt. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais sans m'attendre à ce que quelqu'un ruine ce que je construisais. Je n'avais pas à justifier mes décisions, je n'avais pas à faire de compromis sur des choses importantes pour moi, je n'avais pas à supporter des regards de désapprobation ou des commentaires condescendants. La vie dans le hameau était tranquille, rythmée par les saisons. Au printemps, les prairies se couvrirent de fleurs sauvages. En été, les journées semblaient s'étirer à l'infini. En automne, les bois se teintaient de rouge et d'or. Et en hiver, la neige isolait parfois le village pendant des jours, créant un silence magique qui enveloppait tout. Peu à peu, j'ai recommencé à me connaître. J'ai découvert que j'aimais me lever à l'aube et faire de longues promenades avant que le reste du monde ne se réveille. Que je prenais plaisir à cuisiner des plats élaborés, juste pour moi, dressant la table avec soin, même quand je mangeais seule. Que j'avais un talent pour la peinture à l'huile, capturant des paysages et des visages avec une intensité qui surprenait les artistes locaux. J'ai aussi découvert des parties de moi qui étaient restées en sommeil pendant mon mariage. Mon rire, qui est revenu progressivement, plus profond et plus authentique qu'auparavant. Ma capacité à une véritable amitié, sans les barrières défensives que j'avais construites au fil des ans. Mon désir d'apprendre de nouvelles choses, de la fabrication du fromage traditionnel des Alpes à la langue portugaise. Je me suis fait des amis dans le village. Maïté, la boulangère, une femme robuste aux mains fortes et au rire contagieux qui est vite devenue ma confidente. Thomas, un ancien professeur d'université à la retraite, qui était revenu dans son village natal et qui me prêtait des livres fascinants de sa vaste bibliothèque. Les enfants de l'école locale, à qui je donnais occasionnellement des cours d'art en tant que bénévole. Parfois, je recevais des visites. Pauline venait tous les quelques mois, s'émerveillant de la transformation qu'elle voyait en moi. On dirait une autre personne, m'a-t-elle dit à une occasion. Non, je corrige. On dirait enfin toi-même. Même Clara, mon avocate, m'a rendu visite une fois. Nous avions développé une amitié inattendue pendant le procès, unis par un respect mutuel et une détermination partagée. Elle m'a apporté en cadeau une petite sculpture en bronze, une femme les bras tendus, comme pour étreindre le vent. Elle me fait penser à toi, a-t-elle expliqué, forte mais flexible, enracinée mais libre. Un après-midi d'automne, alors que je rangeais de vieilles boîtes que j'avais apportées de Paris, j'ai trouvé une photographie que je croyais perdue. C'était ma grand-mère Hélène et moi, debout devant la maison du Var, de nombreuses années auparavant. Je devais avoir environ 12 ans, les cheveux en 2 tresses et un sourire qui montrait un appareil dentaire. Ma grand-mère, petite et énergique même dans sa vieillesse, m'entourait les épaules avec fierté. J'ai fixé cette photo longuement. Je n'ai pas ressenti la mélancolie à laquelle je m'attendais, mais une étrange sensation de continuité. Ma grand-mère m'avait laissé plus qu'une maison. Elle m'avait transmis son indépendance, son amour pour les espaces que l'on crée et habite,
sa capacité à recommencer quand c'est nécessaire. « Tu avais raison, grand-mère », ai-je murmuré à la photographie. Une maison, ce ne sont pas seulement des murs et un toit. C'est ce que nous construisons à l'intérieur et autour d'eux. J'ai décidé d'encadrer cette photo et de l'accrocher dans mon atelier. Non pas comme un souvenir de ce que j'avais perdu, mais comme un hommage à ce que j'avais gagné. La sagesse d'apprécier ce qui compte vraiment. Parfois, je pense à ce jour, l'expression cruelle de mon ex-belle-mère, la froideur dans les yeux de Lucas. Autrefois, je ressentais de la colère, une fureur qui me brûlait de l'intérieur et me volait le sommeil. Maintenant, je ne ressens que de la gratitude. Parce que perdre cette maison m'a forcé à trouver quelque chose de bien plus précieux. Moi-même. La vie a une curieuse façon de nous amener exactement là où nous devons être, même si le chemin est rempli de douleurs et de pertes. Cette trahison, qui sur le moment m'a semblé la fin de mon monde, s'est révélée être le début d'un nouveau, plus authentique et plus plein. Dans mes premiers mois dans les Alpes, j'ai commencé à écrire. Non pas avec l'intention de publier, mais comme un moyen de traiter tout ce que j'avais vécu. Je remplissais des cahiers de souvenirs, de réflexions, de petits moments de beauté quotidienne. C'était une sorte de thérapie, une façon de donner un sens à mon histoire. Un jour, Thomas a trouvé un de mes cahiers que j'avais oublié sur un banc dans le jardin. Il l'a lu sans permission, ce qui m'aurait normalement agacé, mais sa réaction a été si sincère que je n'ai pas pu me fâcher. « Tu dois partager ça », m'a-t-il dit sérieusement. « Il y a beaucoup de femmes piégées dans des situations similaires qui ont besoin d'entendre ta voix. » Au début, j'ai rejeté l'idée. Mon histoire était trop personnelle, trop douloureuse pour l'exposer publiquement. Mais la graine avait été plantée, et avec le temps, j'ai commencé à considérer la possibilité que mes mots puissent aider les autres. J'ai lancé un blog anonyme, partageant des fragments de mon expérience et les leçons que j'avais apprises. À ma grande surprise, il a eu une grande résonance. Je recevais des messages de femmes et de quelques hommes qui s'étaient identifiés, qui trouvaient réconfort et espoir dans mon récit de survie et de renaissance. Un petit éditeur régional s'est intéressé à mon histoire et m'a proposé de la transformer en livre. Après beaucoup d'hésitations, j'ai accepté, à condition de conserver un certain anonymat, en changeant les noms et certains détails identifiables. Travailler sur ce livre a été un processus cathartique. Il m'a forcé à revisiter des moments douloureux, mais aussi à reconnaître ma force et ma résilience. Chaque chapitre terminé était comme refermer une blessure, ne laissant qu'une cicatrice qui ne faisait plus mal au toucher. Le livre, intitulé simplement « La maison », a été publié avec un succès modeste mais significatif. Il ne m'a pas rendue riche ni célèbre, ce dont j'étais reconnaissante, mais il m'a mise en contact avec une communauté de personnes qui comprenaient ce que signifiait tout perdre et se reconstruire à partir de zéro. Maintenant, à 56 ans, je regarde en arrière et je reconnais à peine la femme que j'étais autrefois, si désireuse de plaire, si craintive d'être seule, si attachée à un mariage qui était devenu une cage dorée. La vie que je mène maintenant n'est pas parfaite. Il y a des jours de solitude, des moments de doute, des cauchemars occasionnels où je me retrouve devant ce portail fermé, sans pouvoir entrer dans ma maison. Mais même dans ces moments difficiles, il y a une profonde certitude qui me soutient. Je me suffis à moi-même, tel que je suis, sans besoin de validation externe. Ce matin, alors que je prenais un café sur mon porche, observant le brouillard se lever lentement sur les prairies, j'ai ressenti une vague de gratitude si intense qu'elle m'a coupé le souffle, pour ce lieu paisible que je peux appeler chez moi, pour la liberté de vivre selon mes propres règles, pour la paix que j'ai enfin trouvée. Lucas et Florence m'ont volé une maison, c'est vrai, mais sans le vouloir, ils m'ont rendu quelque chose d'infiniment plus précieux, ma vie.